Bonjour, merci de vous être connecté pour notre webinaire France Hydrogène sur notre livre blanc L'hydrogène, une opportunité pour votre territoire. Peut-être attendre encore 10 petites secondes et on va démarrer. Donc, je vous informe que ce webinaire est enregistré. On vous mettra à disposition le support de présentation et l'enregistrement. Alors, tout d'abord, on va se présenter. Guillaume, je te laisse commencer. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement Guillaume Butin, donc je suis chargé d'affaires publiques donc au sein de France Hydrogène et donc j'ai accompagné Yann-Éric sur ce projet du livre blanc à destination des élus dans les territoires. Et donc je reviendrai sur certains points au cours de cette présentation. Merci Guillaume. Et donc moi-même, Yann-Éric Starlander, je suis responsable des relations avec les territoires au sein de France Hydrogène. Alors, donc, d'abord, quelques petits rappels, mais choses classiques. Comme je l'indiquais, la réunion, le webinaire est enregistré. Et donc pour les questions, ça va passer principalement par le chat. On verra après sur le temps de questions-réponses. On pourra peut-être aussi ouvrir les micros pour faciliter les échanges. Mais n'hésitez pas, tout au long de la présentation, bien sûr, à poser vos questions. Il y a une interface dédiée, questions-réponses. Vous avez la petite icône Q&R. Sinon, ça peut passer via la conversation aussi. On va jongler, je pense, entre les deux pour ne pas rater de questions. Alors d'abord, un rapide mot sur l'association France Hydrogène. Donc, nous sommes donc une association, loi 1901, qui rassemble l'ensemble de la filière et de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc, 300 acteurs dans lesquels vous allez retrouver à la fois les entreprises de la filière, grandes, moyennes, petites, dont start-up. Donc on fait quelque part aussi un petit peu office de syndicat professionnel de la filière, même si on n'a pas formellement ce statut de syndicat professionnel. Mais donc, en tant qu'association, on est dans le but de faire connaître les enjeux, l'intérêt de l'hydrogène et de défendre la place de ce vecteur dans le mix énergétique. On réunit aussi l'ensemble des acteurs qui souhaitent effectivement soutenir le développement de l'hydrogène, dont les collectivités territoriales, dont une bonne partie d'entre vous qui êtes connectés êtes les représentants aujourd'hui. Donc on a une cinquantaine de collectivités membres, plus un certain nombre de syndicats dans le domaine de l'énergie, des transports, etc., qui sont membres aussi d'organisations, de recherche, universités, différentes fédérations, les chambres de commerce et d'industrie, etc. Donc là, vous avez les grands objets, objectifs et missions de l'association. Et donc, nous avons, mais nous y reviendrons aussi, une organisation territoriale dans toutes les régions avec des délégations régionales. Alors, nous avons souhaité saisir l'occasion des élections municipales du mois de mars pour faire un point sur donc les enjeux de la filière hydrogène et l'intérêt que représente l'hydrogène dans le développement des territoires. Et donc, on a publié un livre blanc à destination des élus des territoires. C'est aussi plus largement la destination de l'ensemble des acteurs des collectivités, qui en fait se décompose en deux éléments. Une fiche recto verso vraiment très, très synthétique et un livre blanc qui fait 20 pages. Donc ces éléments sont téléchargeables sur notre site internet. Et donc on va vous
présenter un peu le contenu de ces documents et puis revenir un petit peu sur pourquoi l'hydrogène a vraiment tout son rôle à jouer dans la transition énergétique, la réindustrialisation, sa contribution à la souveraineté économique et industrielle du territoire. Et puis ensuite, on entrera un peu aussi plus dans le détail de ce que ça peut apporter spécifiquement à chacun de vos territoires respectifs. Alors, je passe la parole à Guillaume. D'abord, peut-être pour resituer, qu'est-ce qu'on entend par hydrogène? Ton micro est coupé. Effectivement, pour commencer un petit peu sur le contexte, on va dire un petit peu global, donc revenir sur les bases technologiques d'abord, dire que l'hydrogène, avant tout carboné, donc c'est de l'hydrogène qui est fait à partir soit de gaz naturel, soit de charbon par vaporéformage de ce gaz naturel ou de ce charbon, et que les usages historiques jusqu'à présent se concentraient donc dans les raffineries et principalement pour la production d'ammoniac. Aujourd'hui, cette production, elle représente encore à l'échelle mondiale donc un productible de 100 millions de tonnes. Et donc, un des objectifs que vous connaissez est de décarboner ces usages historiques, mais également de nouveaux usages sur lesquels je reviendrai un petit peu après. Ensuite, donc sur le petit tour d'horizon des modes de production de l'hydrogène décarboné, vous avez d'une part les modes de production décarbonés à partir de contenus fossiles, donc de vaporéformage du gaz naturel avec la capture du carbone et son stockage. Vous avez également des technologies donc un peu moins matures mais qui sont en phase de développement dit de plasmalyse. On va donc valoriser du méthane pour ensuite développer, produire de l'hydrogène et du carbone solide. Vous avez également, on pourra y revenir s'il y a des questions là-dessus, donc l'hydrogène naturel qui est issu des gisements souterrains, avec actuellement en France 6 projets qui sont en phase de développement. Vous avez l'hydrogène produit à partir de biomasse, donc de pyrolyse, et enfin l'hydrogène électrolytique, donc produit à partir d'électricité, qui concentre, on va dire, une majorité des enjeux en France, puisque c'est la voie privilégiée pour valoriser l'électricité qui aujourd'hui est excédentaire dans le mix français et qu'on exporte donc massivement. Donc, parmi les différentes filières qui permettent de valoriser l'électricité et l'hydrogène derrière. On retrouve donc l'ammoniac et la production d'engrais en aval. Donc l'ammoniac, j'ai dit les engrais, mais ça peut également être les explosifs et d'autres produits chimiques en aval. Vous avez également la filière des carburants de synthèse. Je ne reviendrai pas, mais vous aurez, comme l'a dit Anne-Éric, la présentation qui vous sera envoyée. Donc les carburants de synthèse qui peuvent être produits, donc e-méthanol ou e-ammoniac à partir d'hydrogène et de CO2 biogénique dont on dispose en France. Vous avez ensuite la sidérurgie, on va se servir de l'hydrogène comme d'un agent réducteur du fer. Donc c'est une brique qui est essentielle pour produire de l'acier sans charbon. Et enfin, vous avez l'usage direct dans les transports que vous connaissez peut-être un peu mieux au niveau des collectivités et sur lesquels on reviendra un petit peu plus, de façon un petit peu plus approfondie pour les projets qui existent actuellement. Avec d'une part l'enjeu donc de la décarbonation des raffineries. On présentera tout à l'heure le projet qui devrait être mis en service, celui de Normandie cette année, qui vise donc à décarboner une raffinerie française. Et enfin, la mobilité routière lourde et ou intensive de façon plus spécifique. Si on peut passer à la slide suivante. Et donc, partant de ces filières, un des principaux enjeux qui est particulièrement important en ce moment de crise au niveau du détroit d'Ormuz, c'est de réduire les vulnérabilités industrielles et énergétiques que l'on a dans l'ensemble de ces filières. Donc, vous retrouverez dans cette diapositive le niveau de dépendance qu'on a pour chacune de ces filières à chacun des produits fossiles qui sont aujourd'hui importés et qui sont soumis à des pressions en raison d'un approvisionnement restreint en raison du blocage, du blocus au niveau du détroit d'Ormuz. Donc là, par exemple, on retrouve l'ammoniac
avec un transit mondial qui représente plus de 30%, qui passe par le détroit d'Ormuz. On retrouve également le méthanol, qui est un produit de base de beaucoup de chaînes de la chimie industrielle, qui représente un transit également de 30% au niveau mondial. Et enfin, vous avez tous les produits pétroliers, donc ça va du pétrole brut jusqu'au kérosène, dont on entend aujourd'hui les enjeux dans les médias de problématiques d'approvisionnement. Et donc, un des plaidoyers de France Hydrogène, c'est de faire entendre que, au-delà des enjeux de la mobilité qui ont été particulièrement évoqués ces dernières années, il y a tout l'enjeu aussi de substituer progressivement et le plus rapidement possible ces importations fossiles par la valorisation de l'électricité via la production d'hydrogène électrolytique pour réduire les dépendances dans ces industries afin d'équilibrer au mieux la balance énergétique, donc c'est-à-dire de réduire l'achat de produits fossiles importés pour valoriser ce qu'on produit sur le sol national, de renforcer ainsi notre souveraineté et notre robustesse industrielle, d'avoir, donc ça c'est une assurance de pouvoir d'achat et même d'approvisionnement en temps de crise. Donc, c'est-à-dire que même si on considère qu'aujourd'hui c'est plus cher en aval, même si les coûts peuvent être maîtrisés, d'avoir des produits issus de l'hydrogène décarboné sont plus chers que des produits qui sont à la base issus de l'hydrogène à partir de gaz naturel. On se rend compte qu'en temps de crise, quand il y a des inflations qui sont très fortes, le gap de compétitivité il se restreint considérablement et que donc l'hydrogène électrolytique, comme il sera produit sur le sol national, c'est aussi une assurance en cas de crise à ce niveau-là. Et enfin, et ça c'est on va dire le dernier niveau, si on en arrive à des niveaux de crise plus importants, c'est l'enjeu de sécurité alimentaire. Comme je l'ai dit, la filière de l'ammoniac et des engrais qui en découlent peut être particulièrement tendue en période de troubles géopolitiques et également des enjeux de sécurité nationale. Donc là, par exemple, ça peut être autant la filière de l'ammoniac pour la production d'explosifs. Ça avait fait polémique au moment de la guerre en Ukraine parce que certains producteurs européens d'explosifs avaient rappelé que ces producteurs étaient très dépendants des chaînes d'approvisionnement russes, ce qui est aujourd'hui encore le cas. Donc il y a tout un enjeu de relocaliser une base industrielle autour de ces produits de base de chimie, mais également pour la sidérurgie d'avoir une base d'acier. Euh, donc une base d'acier qui peut servir pour des secteurs qui sont vitaux pour la nation. Et le dernier niveau, c'est également celui des carburants de synthèse. On se rend compte que bah, forcément, dans l'armée, enfin, tant dans le civil que dans le militaire, il y a des besoins et d'avoir un socle donc, de carburant à disposition. Donc, c'est tous ces quatre enjeux qui forment un petit peu le socle de l'intérêt de développer la filière d'hydrogène décarboné en France euh, et qu'on souhaitait rappeler via ce livre blanc auprès des élus dans les territoires. Pour ensuite faire une espèce d'état des lieux un petit peu général, donc, ce qu'on constate, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu voir au niveau du prisme français de la presse l'an passé, c'est que l'hydrogène, c'est un marché mondial qui est en plein essor. Alors on est loin, bien entendu, des objectifs qui avaient pu être brandis par l'ensemble des pays et des acteurs en 2020. Néanmoins, en termes de dynamique, on est donc sur une dynamique qui est assez similaire à celle qui avait eu lieu pour les énergies renouvelables, et en particulier pour le photovoltaïque. On est quasiment au même niveau de croissance. Et donc actuellement, sur une période de 10 ans, ce qui sur une échelle industrielle est quand même assez restreint, il a été établi par l'Agence internationale de l'énergie qu'il y avait 110 milliards d'investissements qui ont été pris sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est post-décision finale d'investissement, dont 19 milliards au niveau de l'Union européenne, c'est 2,5 milliards à peu près en France, 23 milliards au niveau des États-Unis et 33 milliards au niveau de la Chine, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus précisément juste après. Dans tout ça, donc, pour mettre un petit peu en perspective, j'ai dit juste avant que l'hydrogène fossile, ça représentait 100 millions de tonnes. En 2025, on était à 1 million de tonnes par an qui étaient produits au niveau mondial. Et il y a une perspective
d'ici 2030 d'aller à 37 millions de tonnes par an. Alors, peut-être qu'on ne l'atteindra pas, néanmoins, ça démontre qu'en 10-15 ans, il est possible de substituer approximativement un tiers de la consommation actuelle de l'hydrogène fossile, même si, comme je l'ai dit, c'est un peu biaisé, puisqu'il y aura de nouveaux usages qui permettront de valoriser cet hydrogène. Et donc, pour donner une perspective réjouissante ou non, puisque c'est quand même la démonstration qu'industriellement c'est possible, un petit zoom sur la Chine. Donc, effectivement, c'est depuis 10 ans une priorité stratégique de leur plan quinquennal qui est assez neutre technologiquement. Ils ont pour l'instant 65% des capacités installées d'électrolyse dans le monde, des projets industriels qui ont dépassé la décision finale d'investissement. Donc, il y a 6 usines d'acier très bas carbone à partir de l'hydrogène, environ une quinzaine de projets d'engrais bas carbone et une dizaine d'usines d'iméthanol. Donc, iméthanol, on peut s'en servir à la fois pour faire des carburants de synthèse maritime, mais également pour envisager une nouvelle filière plastique sans pétrole et sans fossiles. Et on a également, on y reviendra, 20 gigawatts par an de capacité manufacturière d'électrolyseurs et 30 000 véhicules à hydrogène en circulation. Donc à mettre en perspective, bien entendu, de la taille du pays et de sa politique industrielle, mais néanmoins, on est loin d'une dynamique qui serait morose. Voilà pour le niveau mondial. Maintenant, pour passer un petit peu au niveau européen, pareil, on a 19 milliards d'euros d'investissement, comme je l'ai dit, sur la chaîne de valeur, 4 gigawatts d'électrolyse, dont 300 mégawatts en France, ce qui représente l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires en termes de capacité. Et donc ça représente ceux qui ont passé la décision finale d'investissement, avec une production qui est anticipée à 2,3 millions de tonnes d'hydrogène décarboné. Alors comme je l'ai dit, on est loin de l'objectif qui était celui de 10 millions de tonnes qui avait été prévu par l'Union européenne au moment de la crise, du début de la crise ukrainienne. Autre nouvelle intéressante, c'est qu'on a actuellement une fabrication, une manufacture d'électrolyseurs qui est suffisante pour couvrir les besoins de l'UE. Donc, encore faut-il prévoir les dispositions régulatoires pour protéger et garantir l'approvisionnement en électrolyseurs européens face aux surcapacités chinoises. Mais ça, c'est le même enjeu sur l'ensemble des chaînes de valeur des technologies propres. Et vous retrouvez donc ici donc l'ensemble des projets de plus de 5 mégawatts qui sont en construction en Europe et qui sont positionnés, comme je l'ai dit, sur l'ensemble des secteurs que j'ai évoqués, avec un gros focus pour le moment sur les raffineries, tout simplement parce qu'il y a un cadre régulatoire qui oblige les raffineries à se décarboner. Et donc, c'est les premières à arriver à investir dans ce type de voies de décarbonation qui passent par l'hydrogène. Et en plus, c'est sur des activités existantes, ce qui est un petit peu plus aisé. Mais on retrouve également donc, le projet Stegra au niveau de l'acier, ainsi que le projet de Salzgitter et d'autres projets sur la chimie notamment. Est-ce que tu peux juste rappeler le sigle COD, hein, donc c'est pour mise en service effective des projets, ce que vous avez sur le visuel. Terme anglais dont j'avoue que je me souviens plus de ce qu'il veut dire précisément. Et donc, pour en arriver maintenant sur ce qui nous intéresse un peu plus, c'est donc montrer que l'hydrogène, ça peut être un vecteur de réindustrialisation dans les territoires. Donc on va commencer par le niveau de la production domestique. D'abord, vous dire que la France a un avantage comparatif qui est assez important au niveau européen, avec son mix électrique décarbonant et qui est excédentaire. On sait que c'était une question qui pouvait être évoquée ces dernières années, donc du manque d'électricité, mais c'est plutôt l'inverse que l'on voit aujourd'hui avec le plan d'électrification qui est en cours et le constat qui a été formulé par RTE. Il faut qu'on valorise cette électricité en valeur industrielle sur le territoire. Et donc ça, c'est un gros avantage qu'on a par rapport à nos voisins. Et enfin, particulièrement pour la filière des carburants de synthèse maritime aérien, c'est l'accès au CO2 biogénique qu'on peut avoir grâce à nos filières agricoles en France.
Donc tout ça, ça représente aujourd'hui plus de 1100 kilotonnes d'hydrogène par an de capacité potentielle en France à horizon 2035. Donc ça, c'est basé sur la base de données projet que tient un jour France Hydrogène et dont vous pouvez suivre l'évolution dans les rapports filières annuels dont on a fait, dont on présentera d'ailleurs tout à l'heure celui qu'on a fait fin d'année 2025. Et il y a une extrême concentration, puisque je l'ai dit tout à l'heure, dans des projets industriels. Donc on en compte 30 grands projets qui font plus de 50 mégawatts et qui représentent 80% des volumes. Ce qui est intéressant, donc partant de cet atout comparatif qu'on a, c'est qu'on est le premier au niveau de l'Union européenne et deuxième au niveau mondial sur les carburants aériens de synthèse avec des projets dans le portefeuille. On est dans le top 5 sur les carburants de maritime synthèse. Et enfin, on fait partie des 4 pays qui ont actuellement un projet de sidérurgie très bas carbone, donc celui de Gravity à Fos-sur-Mer. Donc pour vous rendre compte, le projet Gravity, ça permettrait de produire en briquettes de fer l'équivalent d'acier contenu dans 2 millions de voitures. Donc si on compte une voiture qui fait environ une tonne, enfin 900 kilos d'acier. Donc voilà pour la réindustrialisation par les voies de production d'hydrogène domestique. Et la suite, c'est sur un projet en particulier qui va pouvoir démontrer le passage à l'échelle industrielle. Donc, on aime bien dire que c'est un peu le passage de l'apprentissage technologique qui a commencé de 2020 à 2025 avec donc, la stratégie nationale hydrogène, les premiers projets dans les territoires de mobilité, les premiers électrolyseurs. Et là, 2026, donc c'est la mise en service d'un électrolyseur d'une capacité d'électrolyse massive de 200 MW, qui est parmi les plus grosses capacités européennes, et ce qui démontre ce passage à l'échelle industrielle avec 450 millions d'euros d'investissement, 28 kilotonnes par an d'hydrogène, ce qui permet d'éviter 250 000 tonnes de CO2 par an. Et donc, vous dire voilà, que ça va être l'un des gros projets phares de l'année, qui en aura d'autres les années à venir, dépendant aussi du cadre régulatoire et du contexte économique. Mais vous dire qu'on parle souvent de la mise en service et des retombées économiques pour les territoires de ces projets industriels, mais c'est également, comme certains le savent, des chantiers qui redynamisent les territoires. Donc là, typiquement, on a le projet ISAF de Verso Énergie à Tartas. C'est 800 emplois mobilisés en moyenne pendant la phase de chantier avec des pics de 1400 personnes et donc un impact pour le tissu économique local et des retombées fiscales, bien entendu, pour les collectivités. Merci Guillaume. Je vais reprendre la main pour la suite de la présentation. Et donc, effectivement, on voit tous ces projets-là. L'intérêt, c'est aussi si effectivement c'est quelque chose qui peut entraîner vraiment de l'activité industrielle, une réindustrialisation des territoires. Et effectivement, dans la mise en œuvre de la stratégie française de 2020, il y a clairement le fait d'accompagner aussi la croissance de cette filière, sachant que la France a vraiment des atouts avec des acteurs présents sur une bonne partie de la chaîne de valeur. Et donc, c'est quelque chose qui est accompagné à la fois par l'État français et au niveau européen, hein, comme tu le rappelais, Guillaume, aussi, avec le fait de s'assurer qu'on ait notamment la capacité de production des électrolyseurs dont l'Europe a besoin pour sa consommation, pour qu'ils soient fabriqués en Europe. Donc là, sur cette carte, vous avez, alors c'est pas l'ensemble des entreprises qui ont des sites de production qui fabriquent différents composants, hein, il y en a même encore bien plus que ça. Là, on a fait le choix de représenter quelques technologies clés, hein. Donc vous avez là les électrolyseurs donc, pour produire l'hydrogène, vous avez les piles à combustible qui vont utiliser l'hydrogène par exemple, dans un véhicule pour générer un courant électrique, vous avez les réservoirs, voilà, vous avez quelques équipements clés. Donc, vous voyez, on a 30 usines qui se répartissent sur une bonne partie du territoire.
et avec certains qui sont vraiment en mesure de devenir des champions à l'international, qui se positionnent d'ailleurs sur des marchés en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. On estime qu'aujourd'hui, en termes d'emplois directs, c'est 4000 emplois qu'on représente la filière, auxquels se rajoutent 8000 emplois indirects et induits. Ça implique bien sûr aussi un besoin de compétences, hein, et donc de formation. Donc là aussi, depuis plusieurs années, il y a tout un travail qui est fait avec la définition d'un référentiel des métiers dont a besoin la filière. L'État a lancé dans le cadre un certain nombre de projets spécifiques sur la filière hydrogène dans le cadre de son appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Et donc, par exemple, les AFPA ont pu mettre en place des incubateurs hydrogène dans différentes régions. Les régions veillent à ce que sur les différents niveaux de compétences, il y ait une offre de formation adaptée. Donc on voit vraiment qu'il y a des projets, que ce soit en France, en Europe et ailleurs dans le monde. Mais on voulait aussi vraiment insister sur le fait qu'au-delà de projets, l'hydrogène est déjà une réalité dans les territoires en France, avec de nombreuses réalisations qui tournent, hein. Donc sur cette carte, on a regroupé tout ce qui est en fonctionnement, donc c'est ce qui est marqué en orange, et les projets qui vont entrer en fonctionnement, donc quand même à relativement court terme, hein, entre 2026 et 2030. Vous voyez vraiment qu'il y a des choses qui se passent dans toutes les régions. Et bon, ce qui ressort aussi quand même de cette carte, c'est vrai que les applications qui se sont déployées en premier, ce sont les applications dans le domaine de la mobilité, notamment de la mobilité routière. Et donc là, effectivement, on voit que c'est maintenant quelque chose qui s'étoffe de plus en plus, avant de voir intervenir notamment les projets de fabrication de carburant de synthèse, où bon, c'est des projets qui prennent un peu plus de temps à se monter. Donc, je vous propose maintenant justement de faire un peu un zoom sur la mobilité, tout en rappelant bien que vraiment il ne faut pas réduire les usages et le potentiel de l'hydrogène au segment de la mobilité, mais ça nous semblait quand même important d'illustrer tout ce qui se passe déjà. Donc là, vous voyez qu'aujourd'hui, alors c'est bien sûr, c'est encore peu, hein, mais c'est vrai que voilà, nous sommes une filière qui démarre. Donc il y a 91 bus en circulation à date. Donc là, vous avez des photos des bus en question, hein. Donc voilà, c'est des bus qui existent, qui tournent dans ces différents territoires. Euh, et en annexe de la présentation, on pourra vous joindre aussi des cartes où vous verrez tout ce qui est en train d'être commandé, livré. Donc, il va y avoir une accélération dans les quelques années à venir. Et donc, ce qui était important pour ça, il y a plusieurs facteurs, mais le premier facteur, alors peut-être quand même en complément bien sûr, de disposer de la molécule d'hydrogène et avec une perspective de baisse du prix de cette molécule, c'est donc d'avoir aussi une offre de véhicules et d'équipements qui soit suffisante. Donc sur les bus et les autocars, ça commence à être le cas, hein. Clairement sur les bus, vous avez maintenant des constructeurs de bus bien établis qui ont intégré des véhicules à hydrogène dans leur gamme. Et autant c'est vrai que les tout premiers projets, on était encore un peu sur des démonstrateurs. Aujourd'hui, là, vous êtes vraiment sur des équipements qui sont parfaitement fiables. Et vous avez donc en complément des bus aussi le segment des autocars qui se développe. Alors c'est plus récent, ce qui explique aussi que les développements pour l'instant se sont surtout faits à travers ce qu'on appelle le rétrofit, donc où on prend un autocar existant qui a déjà eu une première vie, qui a roulé quelques années avec une motorisation diesel. En fait, on va retirer le moteur diesel, retirer le réservoir de diesel, et puis on va intégrer
un moteur électrique avec une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène, et donc donner une seconde vie, zéro émission à ce véhicule. Mais il commence aussi sur ce segment à y avoir maintenant une offre sur des autocars neufs, hein. Vous avez là cet exemple-là avec le modèle Irizar. Et donc sur les autocars, aujourd'hui, on en a une quarantaine qui sont en circulation en France, dont un certain nombre en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis il y en a aussi qui ont été déployés dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. Euh, Il y a aussi une offre qui se développe sur les camions bennes ordures ménagères et les ampli-rolls, hein, donc avec une offre en neuf et puis également une offre en rétrofit. Alors c'est un segment qui s'est développé plus récemment, hein, donc ce qui explique aussi qu'il y a encore un petit peu moins de ces véhicules qui circulent. Maintenant, c'est vrai que autant on met l'accent plutôt sur la mobilité lourde et intensive, parce que c'est vrai que c'est là que l'hydrogène est particulièrement intéressant en complément des véhicules électriques à batterie, en permettant un supplément d'autonomie, une recharge rapide, et puis aussi un bon compromis pour pas avoir trop de volume qui soit pris par rapport à la charge utile des véhicules. C'est aussi intéressant pour les véhicules qui ont un usage intensif. Il peut s'agir de véhicules légers, hein, donc c'est le cas des taxis. Vous savez certainement une flotte de 800 taxis en région parisienne, hein, qui ont été notamment mis à l'honneur à l'occasion des Jeux Olympiques. Il se trouve que la société qui exploite ces taxis vient de signer un partenariat avec la société Uber, donc il va y avoir aussi un certain nombre de VTC dans les grandes villes qui vont progressivement pouvoir passer sur de l'hydrogène. Et puis, il y a le segment des véhicules utilitaires, alors bon, qui est un peu plus compliqué parce que il y a le constructeur Stellantis qui avait commencé à développer une gamme, bon, dans le cadre un peu des difficultés que connaît le groupe actuellement, a suspendu ce programme, mais il y a des nouvelles initiatives qui émergent tout de même. Et puis, un segment alors, qui ne concerne pas directement les collectivités en tant qu'utilisatrices, mais où vraiment l'hydrogène a à nouveau un fort potentiel, c'est sur le transport de marchandises, particulièrement longue distance. Et donc là aussi, il commence à y avoir une offre qui se développe à nouveau avec à la fois des véhicules neufs et du véhicule ce qu'on a donc en rétrofit, et deux types de motorisation, soit avec une pile à combustible, hein, donc, qui va générer un courant électrique qui alimente un moteur électrique, ou un moteur thermique, où en fait le carburant va être de l'hydrogène, donc avec un moteur à combustion interne, où aujourd'hui les développements ont fait que sur le segment des poids lourds, la réglementation considère ces véhicules comme des zéro émission. Euh, Autre point important, bien sûr, pour que la mobilité puisse se déployer pleinement, c'est il faut aussi des infrastructures de distribution d'hydrogène. Et donc, il y a un maillage voilà, qui est en cours, hein, qui s'accélère. Alors, ça rejoint aussi un objectif européen, qui est un règlement AFIR, qui impose un maillage, notamment en stations d'avitaillement en hydrogène, le long des grands axes autoroutiers et dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Aujourd'hui, il y a 50 stations qui sont en opération en France, et on a identifié à peu près autant de projets qui pourraient voir le jour d'ici à 2030. Alors vraiment, pour insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'applications de l'hydrogène et pas uniquement sur la mobilité. Donc on a parlé des applications pour plutôt de l'industrie lourde. Maintenant, d'autres applications, ce sont les groupes électrogènes. Donc là, vous avez des exemples à la fois d'équipements et puis d'applications, hein. Donc la première photo, c'est la préfecture de Belfort qui a fait installer des groupes électrogènes à hydrogène, hein, pour son électricité secourue, pour la continuité des services publics en cas de coupure de courant. Donc différentes applications à différentes échelles, ça peut être à très petite échelle comme à beaucoup plus grosse. Aussi pour les entreprises industrielles, vraiment même des très petites entreprises, il y a des applications comme vous avez là ce poste à braser, hein, ou les postes à souder, où en fait l'hydrogène vient se substituer au gaz naturel. Et donc quelque part on est sur une électrification de cet usage, vu que
en fait, l'équipement va lui-même, à partir d'électricité, produire sa flamme qu'il va pouvoir utiliser instantanément. Il y a aussi des systèmes de gestion d'autonomie des bâtiments, hein, qui viennent vraiment optimiser le fonctionnement énergétique d'un bâtiment en couplant connexion au réseau, autoproduction, autoconsommation et donc injection d'hydrogène lorsqu'il y a besoin de ce complément. Et commence aussi à avoir des applications sur des drones, que ce soit des drones terrestres ou aériens. Le drone terrestre que vous voyez là, il s'appelle Hermione et qui est vraiment en train d'être testé en vue d'une utilisation prochaine dans l'armée de terre française. Guillaume? Oui, et tout ça nécessite bien entendu, donc que ce soit pour les usages industriels, bon, et d'ailleurs surtout pour les usages industriels et usages mobilitaires, bien entendu un réseau à l'instar de celui pour l'électricité ou pour le gaz qu'on a aujourd'hui, donc le réseau hydrogène français. Donc, dans le rapport filière, on a établi que d'ici 2030, on aurait 3 millions de tonnes d'hydrogène par an de capacité de transit. Actuellement, on a d'ores et déjà 300 km de réseau hydrogène intra-hub, donc de distribution et de transport qui sont en service en France. On a également donc en développement, donc vous voyez la carte à droite, 2400 km de pipeline hydrogène qui sont prévus à horizon 2030 ainsi qu'une capacité de stockage nationale qui s'élèverait à près de 21 kilotonnes d'hydrogène par an, répartis sur 4 sites qui sont en phase également de développement. Ce qui est intéressant avec ce maillage territorial infrastructurel, c'est au-delà, bien entendu, des enjeux de sécurité d'approvisionnement qu'il peut y avoir, et également de flexibilité des réseaux, donc du réseau électrique notamment, donc des services rendus par l'hydrogène au réseau électrique, c'est l'enjeu de faire de la France un corridor entre la péninsule ibérique, fortement dotée en énergie renouvelable, et le cœur industriel de l'Europe, donc Pays-Bas, Allemagne et faire bénéficier de ce réseau infrastructurel transeuropéen les industriels français. Et donc, vous retrouvez ici la carte des projets. Et donc, pour peut-être résumé, j'en profite pour dire qu'on répondra bien entendu aux questions qui sont dans la conversation et que nous ne les avons pas loupées. Et donc pour revenir sur les chiffres un peu clés qu'on a pu évoquer au cours de cette phase de constat qui nous semble un peu importante, d'une part, c'est qu'actuellement on a 250 mégawatts de capacité de production d'hydrogène bas carbone, que ça représente 2150 véhicules et 50 stations qui sont en opération, 30 usines en fonctionnement, dont certaines qui ont vocation à s'exporter à l'international sur des marchés notamment en développement, également en Europe. On a 91 projets, donc avec ces 30 projets industriels que j'ai pu évoquer lors de la présentation, 300 km de canalisation, ça je viens de le dire, 2400 km qui sont en projet. Et enfin, Yann-Éric l'a évoqué, les 4000 emplois directs de la filière aujourd'hui et les 8000 emplois indirects et induits, et donc une dynamique en croissance sur la création d'emplois dans les années à venir et des retombées économiques pour les territoires. Merci Guillaume. Alors peut-être qu'effectivement, on peut répondre à la question. Oui, alors déjà, je réponds à la deuxième question. Je rappelle qu'effectivement, vous aurez accès, enfin, on vous transmettra le support de présentation qui sera également mis en ligne. Alors peut-être juste, moi j'avais pas vu au moment où je parlais des véhicules la question, donc je peux peut-être répondre déjà brièvement sur cette question-là, et puis on pourra peut-être approfondir dans la question-réponse. Donc sur votre question sur entre l'hydrogène et l'électrique qui sera plus adapté, point bus
ou un camion Ben, le bilan énergétique, énergie primaire et GES entre un fonctionnement à l'électricité ou à l'hydrogène. Alors, donc sur les GES, donc là, tout va dépendre là, en l'occurrence, de la nature de l'hydrogène. Donc, si on est bien sur de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone, donc là, en termes de GES, le bilan va être à peu près le même, hein. Donc, c'est pas totalement zéro émission de CO2, mais même la façon qu'un véhicule électrique, si on prend vraiment tout du berceau à berceau, il y a quand même quelques émissions de GES, mais on est sur ce que la réglementation considère comme du zéro émission. Sur l'efficacité, le bilan énergétique, donc c'est vrai que sur les véhicules hydrogène, comme il y a un cycle supplémentaire où on consomme de l'électricité pour produire l'hydrogène, pour le reconvertir en électricité, il y a un rendement qui est un peu moindre par rapport à un usage direct de l'électricité qui va directement alimenter un moteur électrique. Maintenant, il faut surtout voir que là où ça va se jouer, la différence et l'intérêt plutôt de l'hydrogène, plutôt de l'électrique, c'est par rapport au cas d'usage. Enfin, le propos, c'est qu'en fait, l'hydrogène, il va faire ce que l'électrique batterie n'arrive pas à faire ou pas, ou là où il n'est pas aussi efficace. Donc, ça va être, par exemple, sur les lignes de bus, lorsqu'il y a des dénivelés un peu conséquents sur une ligne, lorsque la ligne est longue, à ce moment-là, c'est quand on raisonne sur l'ensemble de l'exploitation de la ligne, hein, si on peut prendre l'exemple de la ville de Pau, c'est pour ça qu'ils avaient fait le choix de l'hydrogène, parce qu'ils avaient calculé que si sur la ligne qui est la principale ville qui traverse vraiment tout le centre de la ville depuis enfin, aussi les extrémités de l'agglomération. S'ils avaient pris des bus électriques à batterie, ben, ils auraient eu besoin davantage de bus pour faire le même service. Donc, et sur les bennes à ordures ménagères, c'est un peu le même raisonnement. C'est lorsqu'il y a beaucoup de périodes, enfin de circulation en haut le pied, hein, où il n'y a pas vraiment de collecte de déchets, donc sur des tournées assez longues, voire double tournée sur la journée, où l'hydrogène peut devenir vraiment plus performant que l'électrique batterie. Donc c'est plus, il ne faut pas voir ça dans l'absolu, comparer juste les caractéristiques intrinsèques des deux véhicules, mais c'est vraiment par rapport à votre cas d'usage et sur l'ensemble de l'exploitation, voir ce qui va être plus intéressant, plus performant. Et peut-être juste rajouter que globalement, c'est la même, enfin, à peu près le même raisonnement qu'on a sur l'industrie. C'est là où l'électrification directe ne peut pas physiquement permettre donc de substituer des importations fossiles. On va avoir recours à l'hydrogène, donc soit pour dans sa qualité de molécule de base de la chimie, soit en termes donc en termes de carburant. Ou par exemple d'agents réducteurs pour la sidérurgie. Donc vraiment, euh, la, la logique qu'on entretient, la philosophie qu'on a, c'est l'hydrogène là où l'électricité ne peut pas être directement utilisée. Donc c'est une électrification indirecte. Je vous propose qu'on enchaîne pour dérouler le reste de la présentation. On a bien noté votre question, M. Pitaval. On y reviendra dans les questions-réponses. Alors, donc maintenant, l'idée, c'est aussi de vraiment mettre l'accent sur en quoi ça peut être une opportunité pour votre territoire. Donc là, on a synthétisé un petit peu le fait que l'hydrogène, ça peut être un levier de transition pour votre territoire, pour un peu l'ensemble des parties prenantes de ce territoire, hein, donc les habitants. L'hydrogène, et là, si on revient notamment sur la mobilité hydrogène, en complément de la mobilité électrique batterie, ça va pouvoir contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air et réduction des pollutions sonores, et proposer donc le déploiement effectif de solutions zéro émission adaptées à ces contraintes que vous pouvez avoir sur votre territoire.
Pour les entreprises, donc des solutions de décarbonation, hein, donc les groupes électrogènes, une des applications, ça peut être notamment sur des chantiers, hein, avec des solutions propres. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais un certain nombre d'engins off-road, hein, des engins de chantier justement à hydrogène qui commencent aussi à émerger, à être commercialisés sur donc la logistique, les usages industriels, comme on l'a déjà mentionné, ça peut être pour du soudage ou la combustion à haute température, et ça, c'est vraiment des applications qu'on peut avoir dans énormément d'entreprises industrielles et vraiment pas forcément que des grandes entreprises. Après, les autres éléments, on les a déjà vus, hein. Et puis le bien-être aussi que ça peut apporter en termes de confort pour les salariés et les riverains, là à nouveau, hein, la réduction du bruit, des vibrations notamment. Pour la jeunesse, donc le gisement, les débouchés en termes d'emploi dans cette nouvelle filière industrielle et donc aussi l'offre de formation qui est en train de se mettre en place un peu dans l'ensemble des régions pour accompagner ces nouveaux besoins de qualification. Et puis à votre niveau, la collectivité, hein, donc il y a clairement l'activité économique que ça va pouvoir générer sur votre territoire, donc à travers l'accueil d'entreprises de production d'hydrogène, mais aussi donc d'équipement, donc l'aspect plus manufacturier et made in France, en termes de retombées économiques et fiscales associées. Euh, à la fin de notre présentation, vous aurez un certain nombre d'autres études, ressources qui peuvent être intéressantes pour vous de consulter. On a fait notamment une étude dédiée sur les impacts socio-économiques de la filière. Et puis, clairement, sur la transition énergétique, la valorisation des potentiels énergétiques du territoire, parce que c'est aussi quelque chose, l'hydrogène, qui va permettre de valoriser, d'optimiser l'utilisation des ENR excédentaires, qui sinon peuvent être perdus hein, sur les périodes de surproduction électrique, avec les pics qu'il peut y avoir dans la journée. On va pouvoir exploiter à plein ça en produisant de l'hydrogène lors de ces pics. Et sur certains territoires qui peuvent être contraints en termes de réseau, alors, il y a des territoires en France hexagonale, mais a fortiori dans les zones non interconnectées, où là aussi, ça va venir apporter des services au réseau électrique. C'est également une solution qui peut être adaptée aux spécificités des différents territoires, hein, que vous soyez en territoire rural, semi-rural et agricole, il y a également de montagne. Là, en termes d'autonomie, de puissance des véhicules, adaptés aux longues distances, au relief. Il commence à y avoir aussi des applications dans l'agriculture, des applications qui vont permettre d'optimiser la production de méthane dans les méthaniseurs, hein, en venant euh, augmenter la production de méthane avec le CO2 résiduel qui reste souvent piégé dans les méthaniseurs. Bon, en territoire urbain, donc les réductions des nuisances sonores. Quelque chose aussi, et c'est là où il y a vraiment une complémentarité par rapport à l'électrique aussi sur la mobilité, c'est qu'en fait, l'infrastructure de recharge hydrogène, en fait, elle nécessite moins d'emprise foncière que les bandes de recharge. Sur l'hydrogène, on est vraiment plutôt comparable à des stations essence classiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc voilà, je ne reviens pas forcément sur les autres éléments, sachant qu'il y a aussi tout le potentiel de décarbonation sur les activités portuaires, aéroportuaires et dans l'aérien. Dans les territoires industriels, ben, ça on l'a aussi déjà évoqué. Et enfin, sur les territoires littoraux et portuaires, donc là aussi, il y a des applications en termes de décarbonation du transport maritime. Alors ça va beaucoup passer par les carburants de synthèse, en fait, comme le e-méthanol ou l'ammoniac, mais pour lesquels on a besoin d'hydrogène pour les produire. Il y a aussi des applications à plus petite échelle. Dans ces cas-là, ça peut être même avec un usage direct de l'hydrogène comme carburant, avec des premiers démonstrateurs qui ont été faits, notamment dans le domaine de la pêche, des bateaux qui existent déjà aussi dans le domaine de la plaisance et des activités portuaires. Et puis enfin,
dans les zones isolées et non interconnectées, où là aussi, ça va permettre justement à la fois d'exploiter à plein le potentiel en énergie renouvelable de ces territoires et pallier un peu aux limites des réseaux électriques de ces territoires qui souvent restent assez carbonés ou en tout cas dépendants de ressources extérieures, hein. Il y a des centrales à bioliquide qui sont en train d'être installées dans plusieurs territoires d'outre-mer, mais de fait, c'est une ressource qui est importée. Et donc là, on va pouvoir mieux exploiter aussi vraiment les ressources d'énergie renouvelable locales. Donc l'idée, c'est que quelque part, votre territoire, s'il coche une ou plusieurs de ces cases, vous avez d'autant plus de raisons de vous intéresser aux solutions que peut proposer l'hydrogène. Donc là, vous avez quelques illustrations. Donc, je parlais dans le domaine de la pêche, hein. Donc, il y a 2 ans, le lycée maritime de Bastia a lancé un bateau de pêche école qui a motorisation électrique batterie plus hydrogène. Vous avez en montagne, là c'est donc la station de Courchevel qui teste des navettes en autocar à hydrogène, hein, et il y a un certain nombre de projets autour de ça en lien avec les Jeux Olympiques des Alpes françaises de 2030. Et puis pour illustrer le complément, l'apport au réseau électrique dans des zones non interconnectées, vous avez donc le projet de la centrale de l'ouest électrique de l'ouest guyanais d'HDF Énergie, hein, qui va apporter une électricité constante et décarbonée à 10 000 personnes, population locale, dans une zone isolée en Guyane. Donc, nous en venons à un peu une synthèse de ce webinaire et puis quelques recommandations que nous formulons dans le cadre de notre livre blanc. Donc, ça reprend les éléments qu'on a vus cet après-midi. Donc, une première action simple qu'on vous propose d'envisager, c'est donc de donner une seconde vie décarbonée aux véhicules de votre collectivité et d'envisager donc le rétrofit, hein, donc la remotorisation de vos flottes. Ça peut être soit à travers une pile à combustible ou un moteur à combustion hydrogène, hein, et on a vu que ça peut être le cas, par exemple, de bennes à ordures ménagères ou d'autocars. Après, au moment du renouvellement de vos flottes, de plutôt envisager aussi des véhicules neufs, hein, notamment sur les bus, hein, où là il y a vraiment enfin, les constructeurs qui ont maintenant intégré ça, pour les groupes électrogènes également. Vraiment aussi être à l'écoute des projets industriels de la filière dans vos territoires. On a parlé notamment des projets de production de carburants de synthèse. Il y a aussi des sites de manufacture d'équipements qui cherchent à grandir et donc à s'implanter dans un nouveau territoire. Et c'est important d'accompagner ça à travers aussi une offre de formation qui coordonne voilà, le fait qu'il y ait aussi des jeunes avec les bonnes qualifications qui puissent trouver des emplois dans ces entreprises. Et puis il y a vraiment un enjeu que collectivement, on fasse en sorte que quelque part, cette économie de l'hydrogène se mette en place de façon coordonnée avec le maillage progressif du territoire en infrastructure, hein, donc à la fois des stations de distribution, mais aussi de production et de transport d'hydrogène. Comme on a vu tout à l'heure, il y a des grandes infrastructures sur lesquelles il y a des concertations ont été lancées avec des premières infrastructures qui doivent sortir sous terre avant la fin de la décennie. Et puis enfin, si vous souhaitez effectivement mettre en œuvre ces solutions sur votre territoire, échanger avec vos pairs, on vous encourage à rejoindre le club des collectivités qui sont membres de France Hydrogène. Vous avez là une liste plus de quarantaine de collectivités qui ont déjà choisi l'hydrogène pour accompagner leur transition. Voilà ce qu'on souhaitait vous présenter. Donc, on va passer maintenant à la séquence questions-réponses. Alors,
Il me semble qu'on avait une question donc, de Cyril Pitaval, donc je vais te laisser y répondre, Guillaume. Hein. Donc, il demande pour quelles raisons le gouvernement a supporté le développement des véhicules électriques aux batteries au détriment de l'hydrogène, puis adapté à la souveraineté énergétique, puisque la Chine pilote le secteur des batteries. Bah, je pense que c'est une question assez complexe à plusieurs tiroirs. Bah, dans un premier temps, c'est vrai que la filière batterie a été industriellement mature plus rapidement. Ça, c'est peut-être un premier argument. Ensuite, il y a eu également le tropisme, comme on l'a dit tout à l'heure, du rendement, qui est un tropisme intéressant et qui est juste. C'est-à-dire que pour la voiture de monsieur et madame tout le monde, effectivement, on va privilégier la batterie électrique, tout simplement parce que les rendements sont bien plus intéressants et que pour la massification, ce segment est plus pertinent. Par contre, effectivement, quand on se projette dans un tropisme plus souverain, il est vrai que la diversification peut être un enjeu que le gouvernement, et d'ailleurs de manière globale, les gouvernements au niveau de l'Union européenne et peut-être ailleurs, sous-estiment dans les temps qu'on est en train de traverser. Et de ce fait, du fait de la captation des chaînes de valeur des technologies propres. Donc c'est effectivement le cas pour la batterie, comme pour le PV, comme pour d'autres filières. Ce n'est pas encore totalement le cas pour l'électrolyse, même si je l'ai dit tout à l'heure, ils ont actuellement 60% des capacités de production mondiale d'électrolyseurs. C'est la même chose pour les piles à combustible parce que c'est eux qui ont le plus de véhicules en route. Et donc, il y a un intérêt à développer tant une filière batterie française, ainsi que du recyclage, mais également une filière de piles à combustible, peut-être pour des usages, comme l'a dit Yann-Eric, plus adaptés, plus spécifiques, là où l'électricité est moins intéressante. Et donc ça nécessite des changements de culture dans la gouvernance technologique et industrielle. Merci Guillaume. Alors ensuite, Eric Maublanc demande si nous avons des retours clients. Alors des retours clients, j'imagine, je comprends la question, mais précisez-la peut-être si c'est pas le cas. Donc des utilisateurs, que ce soit de bus, camions, etc. Alors oui, hein, effectivement, au niveau des utilisateurs, ce qui ressort, c'est sur les véhicules, c'est comparable un peu au retour qu'on peut avoir sur les véhicules électriques à batterie. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui ont comme élément de comparaison de référence véhicules thermiques, diesel ou essence, un confort dans l'utilisation du véhicule par l'absence de vibration, de bruit. Donc là, vraiment, je rappelle vraiment juste qu'un véhicule hydrogène à pile à combustible, c'est un véhicule électrique alimenté par une pile à combustible. Hein. Donc vraiment comparable de ce point de vue-là. Donc après, c'est vrai qu'en termes de retour sur les tout premiers déploiements, il y avait encore un peu un enjeu de fiabilisation des équipements. Ça c'est maintenant clairement le cas donc, sur le segment des bus. Sur les camions, là aussi, les entreprises qui ont pu en tester, donc je parle plutôt de camions de transport de marchandises ou d'engins de chantier, les retours sont très bons. Là, actuellement, la problématique qu'il y a plutôt, c'est que les principaux constructeurs de véhicules étaient encore un petit peu attentistes et souhaitent s'assurer qu'il va vraiment y avoir suffisamment de demandes parce que l'infrastructure est en place et qu'il n'y a pas d'éléments bloquants et que les véhicules construits trouvent bien un preneur. Alors Virginie, donc vous nous demandez, vous avez surtout parlé de la production d'hydrogène à partir d'électricité. Quel potentiel d'hydrogène naturel en France et où se situe-t-il? Est-ce qu'il est facile à utiliser ou nécessite beaucoup de transformation? Guillaume? Oui, alors sur ce sujet, effectivement, j'ai évoqué tout à l'heure les 6 projets
Donc les 6 projets qui sont à un stade pour l'instant de pré-développement, donc un stade exploratoire. Il faut savoir déjà pour se mettre en perspective qu'au niveau mondial, il y a seulement un puits je crois, c'est l'équivalent de 5 barils jour au Mali qui sont sortis d'hydrogène, et qu'au niveau mondial, il y a une espèce de course au pays qui sera le premier à atteindre la preuve de concept commercial, donc c'est-à-dire la démonstration qu'il y a une commercialisation, une rentabilité possible de l'extraction de l'hydrogène natif. Donc, comme je l'ai dit, il y a 6 projets en France, il y en a 5 qui ont actuellement un permis exclusif de recherche. Un des principaux enjeux qu'a la filière de l'hydrogène natif, c'est de passer le niveau de la phase active de l'exploration, c'est-à-dire qui nécessite un forage souterrain. Donc, il y a un des projets, notamment de la Française de l'énergie, qui a réussi à le faire. Et à l'issue de ces forages sur les projets, on pourra déterminer quel est le réel potentiel, puisque pour l'instant, il y a plus des hypothèses qu'une réelle conception de ce qu'il y a sous terre. Et ça permettra de voir ce qui peut être commercialisable et si effectivement c'est une ressource qu'on pourra mobiliser. Donc ce que dit la filière, c'est que on sera vraiment fixé dans les 2, 3 années à venir sur le potentiel qu'ont les souterrains, enfin, au niveau des projets français, et que l'extraction, après, il faudra nécessairement des infrastructures, ne pourra commencer que horizon 2033-2035. Donc nous, l'approche qu'on a, c'est vraiment une approche complémentaire. Actuellement, on voit que la filière électrolytique se développe partout dans le monde, donc il ne faut pas louper le coche, il faut qu'on développe les projets. Et si il s'avère qu'on a un potentiel commercialisable d'hydrogène natif, eh ben, il faudra saisir l'occasion et effectivement l'utiliser. Pareil pour donc la question sur l'hydrogène, le potentiel d'hydrogène fatal. Donc j'imagine que c'est l'hydrogène résiduaire qu'on retrouve dans des coproduits, dans certains procédés industriels. Euh, Assez logiquement, comme on parle d'activités qui sont existantes, on a un potentiel qui est plafond, mais qui existe, et je crois que vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans le rapport filière de France Hydrogène. Et donc là, par exemple, Tout on à fait. parle de l'électrolyse chlore-soude, des gaz résiduaires dans les raffineries, et modulo également les règles européennes de ce qui peut être qualifié d'hydrogène bas carbone ou renouvelable. Voilà, on peut le valoriser d'une manière ou d'une autre. En tout cas, en général, c'est comment dire, valorisé in situ dans euh, les sites industriels. Tout à fait. Merci Guillaume. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat et nous avons même un petit peu dépassé le temps du webinaire. Donc, sauf à ce qu'il y ait d'autres questions, nous, on peut limite encore rester connecté quelques minutes, hein, mais je vous affichais donc voilà, nous avons donc un réseau donc de délégués régionaux avec lesquels vous pouvez aussi entrer en contact pour en savoir plus sur ce qui se passe plus précisément dans votre région. Et puis, donc, effectivement, pour aller plus loin, un certain nombre de ressources, dont le rapport filière que nous publions donc, chaque année. Donc là, vous avez l'édition 2025, dont nous avons d'ailleurs aussi fait pour laquelle nous avons aussi fait un webinaire. Et puis, un certain nombre d'autres ressources, hein, notamment un panorama des solutions dans lequel vous allez retrouver tous les équipements qui sont actuellement disponibles, l'étude sur les impacts socio-économiques que j'ai mentionné, et puis des guides pratiques sur le déploiement de stations, les retours d'expérience sur différents segments de véhicules. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Donc là, vous avez mes coordonnées si vous souhaitez aussi échanger directement avec nous. Et nous mettrons à disposition, nous vous partagerons le support de présentation et l'enregistrement de ce webinaire. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'est très bon après-midi. Merci beaucoup.